me manque encore un tout petit peu d'habitude. Nous sommes ravis de vous retrouver toutes et tous. Nous vous invitons, pour celles et ceux qui sont au fond, à venir s'asseoir afin qu'on puisse commencer. Et donc, rattraper le temps. Je suis ravi d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour ce temps qui va être bientôt une tradition, puisqu'on avait eu un temps d'échange l'année dernière, mais en distanciel, puisque les conditions sanitaires ne nous avaient pas permis d'être au cinéma Les Bords de Seine à Juvisy. D'ailleurs, je salue Jean-Marie. Je vais vous présenter en fait celles et ceux qui m'accompagnent pour ce temps. À ma droite, vous avez Élise Veillard, qui est la chef du département de l'éducation artistique et culturelle au CNC. Bonjour Élise. Marie-Sophie Decou, qui est chargée de mission, alors plusieurs portefeuilles, école et cinéma, collège au cinéma notamment. À ma gauche, Éric Rostand, qui est chargé de mission cinéma à la DGESCO, ministère de l'Éducation nationale. Et Isabelle Jacot-Marchand, qui est chef du bureau des temps de la vie au ministère de la Culture. Voilà, et vous connaissez évidemment tous et toutes Delphine Liseau, qui est coordinatrice nationale des actions temps scolaire à passeurs d'images. Alors, on a un temps ensemble qu'on souhaite être aussi interactif. L'idée, c'est que vous posiez toutes et tous vos questions sur les sujets d'actualité, mais pour essayer un peu de hiérarchiser les échanges, on a prévu quelques thématiques, mais qui ne sont pas exhaustives. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Delphine, puisque on est toujours en période de crise sanitaire, et ce n'est pas à vous que je vais dire ça, la crise sanitaire a eu des impacts, et a encore des impacts sur nos dispositifs d'éducation au cinéma. Delphine. Donc, merci. Avec voilà, les partenaires, on avait décidé d'aborder ensemble une première thématique qui était celle de la reprise des séances scolaires. À la rentrée, nous avons eu plutôt tous des bonnes surprises avec un protocole éducation nationale qui offrait la possibilité aux séances de cinéma de reprendre quasi normalement, puisque le pass sanitaire n'était pas requis pour les personnes qui accompagnaient les séances, ni pour les jeunes de plus de 12 ans qui allaient bientôt arriver dans une période où il allait être obligatoire pour eux d'être vaccinés pour fréquenter des lieux culturels. Donc, toutes ces bonnes nouvelles ont permis au dispositif de reprendre petit à petit le chemin habituel. Et puis là, plus récemment, le 8 octobre, une mise à jour de cette foire à questions a avancé une nouvelle consigne qui est que désormais, le protocole de l'éducation, enfin de la classe de l'éducation nationale, s'il est plus strict que celui du lieu d'accueil, peut être appliqué. Donc ça, visiblement, ça désorganise un petit peu le fonctionnement qui avait été prévu par les coordinations salles. Donc à Passeurs d'images, nous avons eu beaucoup de remontées de cet ordre-là, des remontées en fait, des inquiétudes qui concernent notamment l'organisation des séances qui tiendraient compte des brassages de classe ou des brassages d'établissement. Et dans certains départements, des inspections académiques ont fait circuler l'information qu'il n'était désormais plus possible d'organiser des séances de cinéma en brassant des classes. Donc ça devient mission impossible pour certains exploitants d'organiser des séances dans ce contexte-là. Donc voilà, c'était une première thématique qu'on voulait lancer. Je ne sais pas si déjà l'un d'entre vous veut réagir ou peut-être la salle témoigner en ce sens. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, avant d'écouter les témoignages ou les questions éventuelles de la salle sur ce sujet, peut-être qu'il est important, même si je sais que le message est déjà passé, mais je préfère le rappeler,
Le protocole sanitaire et la foire aux questions dont parle Delphine sont vraiment les deux documents de référence qui font foi, dans le sens où ce sont les documents qui, bien sûr, sont régulièrement mis à jour pour ce qui concerne la FAQ, et d'autre part, ce sont des documents qui sont sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je sais dans des échanges antérieurs qu'il y avait des demandes d'avoir des directives au niveau national. Elles existent, voilà, elles sont sur ce site-là. Donc, j'insiste sur la nature de ces deux documents mentionnés par Delphine, le protocole et la FAQ. Ce que je peux dire également, bien évidemment, je vous invite à vous y référer, mais sans doute que c'est déjà le cas de la part de tout le monde. Ce qu'on relève, par exemple, plus particulièrement dans la FAQ, concernant deux sujets, c'est ce qui concerne les projections, mais aussi tout ce qui est formation. J'imagine que ça fait partie des questions. Pour ce qui concerne les projections, il est bien établi très clairement dans cette FAQ que dans la mesure où des séances où un espace est dédié aux séances scolaires, je parle bien d'un espace dédié, je ne parle pas de la structure, de l'équipement dans son ensemble, vraiment de l'espace, donc concrètement d'une salle de projection, dans la mesure où un espace est dédié aux séances scolaires, les choses en fait sont très, très simples et claires. Il n'y a pas de passe sanitaire qui est demandé aux élèves. La question du brassage qui revient systématiquement ne doit pas être vu comme étant un élément bloquant, dans le sens où, je m'explique, dans le sens où la limitation du brassage est un objectif à rechercher, mais on sait aussi que dans la mesure où une distanciation est respectée entre les différents groupes, il y a une possibilité que des groupes différents, de niveaux et donc des classes différentes puissent coexister dans une même salle de cinéma, dans la mesure où, encore une fois, il s'agit de séances dédiées aux scolaires. Voilà, ça c'est le premier point qui me semblait important à rappeler, qui est écrit noir sur blanc dans la FAQ. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure dans lequel la séance de projection mélange le tout public et des publics scolaires. Dans ce cas, le pass sanitaire, effectivement, est exigé. Ça, c'est le premier point concernant les projections. Il me semble que c'est important de rappeler ça. Voilà. Le deuxième point concerne... sur les projections, je ne sais pas si... Peut-être tu veux rajouter quelque chose sur les projections, on parle des formations, ou après, ou tu rebondiras après. Très bien. Le deuxième point concerne donc les formations et les séminaires. Là aussi, Passeur d'Images nous a régulièrement fait remonter vos questions, vos inquiétudes. Donc là aussi, je vous renvoie vers ce document, la FAQ, je crois que c'est page 26, page 27. 26, merci, on finit par les connaître par cœur. Donc là, ce qui détermine l'exigence d'un pass sanitaire ou pas, ça va être le lieu. Donc il y a deux cas de figure là aussi. Soit la formation elle est dans un lieu qui est habituellement dédié à des formations d'agents publics du type INSPE par exemple, ou lieu de travail, ou lieu habituellement fréquenté par les enseignants dans le cadre de leur travail. Donc il n'y a pas de passe qui est demandé. En revanche, bien évidemment, si la formation a lieu dans une structure autre du type cinéma, pour ces formations-là, bien évidemment, c'est un peu évident de le dire, mais le pass est demandé. Voilà pour les deux sujets qui, je pense, sont dans vos préoccupations du moment liées à la crise sanitaire, les projections et les formations, ce que me semble important de rappeler. Merci Eric. On va prendre déjà quelques questions. Je vois des mains qui se lèvent. Je vais vous demander de vous présenter, puisque vous êtes dans le noir et qu'on ne vous voit pas. Et masqué de surcroît. Non. Alors, il y a un petit souci de micro. On n'entend pas? Ah si, voilà. On vous entend. Voilà. Bonjour, Amandine Cuner, coordination école et cinéma dans le Haut-Rhin 68. J'apporte une petite précision, c'est peut-être selon les préfectures que ça change ou pas, mais moi je m'étais renseignée auprès de la préfecture chez nous, qui nous a demandé le pass sanitaire à partir de 50 personnes accueillies dans le cadre d'un séminaire.
Donc, dans le cadre d'école et cinéma, nous, on convoque, on invite tous les enseignants inscrits. Donc, ça représente plus de 50 personnes. Donc, on a demandé systématiquement le pass sanitaire. Ce qui a posé problème pour certains enseignants qui s'étaient inscrits dans le cadre de leur formation continue sur leur plateforme de formation en ligne et qui, donc, pour eux, avaient reçu une convocation. C'était une formation obligatoire. Et donc, il fallait qu'ils aient un pass sanitaire. L'information n'était pas forcément bien passée auprès d'eux, en tout cas par leur inspection. Et donc, certains n'ont pas pu participer à la formation. Voilà. Alors, effectivement, enfin, il y a ce seuil des 50 personnes qui est dans le cadre des séminaires professionnels. Qui peut différer des séminaires professionnels et des temps d'information qui peut différer des temps de formation. Après, ce que vous dites sur la réalité qui peut varier d'un territoire à un autre, oui, bien sûr, on sait aussi que... Pardon ? Il peut y avoir des arrêtés préfectoraux qui influent dans une direction plutôt que dans une autre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions avant qu'on passe au point suivant? Ou est-ce que Élise ou Isabelle, vous souhaitez apporter des éléments complémentaires? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est quand même fondamental. Bon, il semblerait. Qui nous dit en tout cas, je tiens à bien insister sur le fait, et je remercie les différents partenaires qui sont représentés aujourd'hui, véritablement, très régulièrement, notamment Passeur, nous fait remonter vos inquiétudes. Donc, ce qui a permis aussi, donc c'est pour ça que je vous dis merci, ce qui a permis aussi de tenir compte de vos remontées pour intégrer dans ces différents documents, d'intégrer les directives qui étaient peut-être en début de la crise sanitaire moins claires. Donc c'est aussi grâce à vos remontées de terrain que ces différentes situations ont pu être exposées dans ces documents. Donc continuez bien évidemment à faire remonter toutes vos interrogations au niveau national, enfin à Passeur, quoi. Hein. On se fera le relais. Bien, mais je propose qu'on passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est ma classe au cinéma. C'est le document cadre, en fait, qui pose le contexte, les objectifs et les enjeux des 3 dispositifs d'éducation au cinéma et aux images que sont école et cinéma, collège au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma. Et c'est vrai qu'en fait, une des questions qui nous a été remontée par rapport à ma classe au cinéma, c'est la question du prix du billet et de savoir donc s'il pourrait être donc apposé un prix plafond pour le billet pour les séances scolaires. Alors je me tourne vers Élise. Est-ce que tu aurais, Élise, quelques éléments de réponse à nous apporter? Je vais te donner mon micro. Donc alors peut-être pour vous faire un petit point mémo pour voilà, la manière dont s'est décidé tout ça quand il y a eu cette modification du cahier des charges. C'est une décision qui a été prise bien sûr de manière collégiale dans le comité de pilotage national qui regroupe donc l'ensemble des 25 partenaires de ces dispositifs. Et donc, en effet, pour l'instant, il n'y a pas de prix plafond, ce qui peut tout à fait être étudié. D'ailleurs, le comité se réunit le 25 novembre prochain. Donc, voilà, c'est un sujet qu'on peut tout à fait aborder à cette occasion. Mais vous rappelez quand même tout de même qu'il a été décidé de pouvoir augmenter le prix du billet. Mais tout ça ne peut se faire que de manière réfléchie et commune au sein des comités de pilotage, donc départementaux pour écoles et collèges et régionaux pour lycéens au cinéma. Donc c'est vraiment tous les partenaires locaux qui s'accordent ensemble sur une augmentation si elle est possible, et dire qu'aussi cette décision elle implique vraiment que les collectivités territoriales concernées prennent en charge l'augmentation. Donc de toute façon, ça garantit qu'il n'y ait pas... je ne vois pas comment il pourrait y avoir une augmentation qui puisse être décidée du jour au lendemain et qui puisse être très importante, quoi. Après, on entend tout à fait ce que vous dites et donc, du coup, on peut aussi, de toute façon, en reparler en comité de pilotage et notamment interroger aussi
la FNCF à ce sujet, voilà, pour voir s'il est possible de mettre un tarif plafond. Peut-être, oui, juste repréciser aussi que ces tarifs, donc du coup, sont départementaux et régionaux, c'est-à-dire, par exemple, préciser que sur école et cinéma, il ne s'agirait pas de faire des augmentations salle par salle ou commune par commune. Enfin, ça ne peut se faire que dans le cadre du comité de pilotage départemental et donc de manière harmonisée sur l'ensemble d'un département. Peut-être pour compléter la question, Élise, il y avait des réactions par rapport à l'augmentation du prix du billet, par rapport à un des principes fondamentaux des dispositifs, c'est de garantir une équité sur l'ensemble des territoires et de permettre à tous les jeunes, quels que soient les territoires et les moyens économiques, de participer au dispositif. Et puis, il y avait aussi une réaction des coordinations par rapport aux aspects concrets, c'est-à-dire si les prix du billet est décidé en comité de pilotage, quid en fait pour école et cinéma, puisque à la différence de collège où le département, il y a un département il y a un conseil départemental par département, en l'occurrence, pour école, c'est quand même un sujet beaucoup plus complexe. Si je prends notamment les Bouches-du-Rhône. Voilà. Oui, donc bien sûr, ça veut dire bien sûr que ça implique les différentes communes au sein du dispositif, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur ce sujet que vous nous avez fait remonter? N'hésitez pas, parce qu'on se fait l'écho de vos préoccupations, mais comme vous êtes là... Oui, Anthony Rodier pour la Creuse, pour école, collège et lycéen au cinéma, pour l'Académie de Limoges. Donc, si je comprends bien, il n'y a plus de plafond. On est bien d'accord? Sur aucun dispositif. Mais la position de la coordination là-dedans est très compliquée. C'est-à-dire qui va avoir le poids le plus important pour bloquer à un certain niveau. C'est-à-dire que quand on a une salle qui a un monopole sur un territoire, avec en face une collectivité, là, je ne comprends pas très bien comment on va sortir de cette situation. En fait, voilà. À partir du moment où c'est discuté en comité de pilotage, il me semble que... Oui, mais les forces en présence, moi, en tant que coordinateur, je suis personne pour arrêter leur débat, quoi, en fait, c'est ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, moi, j'ai pas la légitimité économique ni financière de l'autre côté de la collectivité pour arrêter le débat à un moment donné. Enfin, j'ai l'impression que ça va devenir... Concrètement, moi, il y a plusieurs années, certaines salles commençaient à me dire ça devient un petit peu limite. Mais en face, moi, je leur répondais, voilà, il y a un plafond, et surtout, les collectivités, on sait très bien que si on augmente de quelques centimes, c'est terminé, elles vont dire, pour les écoles, elles vont dire on arrête, en fait. Et le conseil départemental qui prend en charge les transports et les billets, et une partie de la coordination, va aussi se retrouver dans une situation compliquée, où il va falloir faire un nombre maxi d'élèves. Voilà. Je lis ma réflexion, hein, excuse-moi. Merci, Anthony. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Élise, on te laisse répondre après. Comme ça. Mathieu, tu veux réagir? Oui. Mathieu Razoli, délégué académique adjoint et conseiller cinéma pour l'Académie de Versailles. Je rejoins ce qu'a dit Anthony. On a commencé à sonder aussi un conseil départemental dans le cadre de collège au cinéma, parce que voilà, cette proposition avait déjà été faite dans le comité de pilotage national. Le Val d'Oise, donc. Et en fait, c'est très simple. Pour le moment, il y a 8000 places qui sont financées par le conseil départemental à 2,50 €. Si ça monte à 3 €, il y a 6500 élèves du coup, qui seront dans le dispositif. Donc, ça sera 1500 élèves de moins. Et cet arbitrage-là, c'est vrai qu'en fait, on est bien en peine de savoir le faire ou pas le faire. Parce que je pense que pour les salles de cinéma, du coup, en fait, ces 1500 élèves de moins, ça va se répartir forcément de façon inéquitable sur le territoire. On va perdre certains collèges, peut-être certaines salles de cinéma qui, du coup, auront plus du tout la possibilité de montrer des films pour les élèves de collège de leur territoire. Bon, comment on va faire? Je pense que c'est un peu compliqué parce que, en fait, dire il faudra que les collectivités territoriales augmentent leur budget si les prix des places augmentent. En fait, je pense que dans beaucoup de territoires, c'est pas ça qui va se passer. C'est que le nombre d'élèves va diminuer. Et là-dessus, on risque d'être en difficulté tous pour savoir quelle est la façon la plus vertueuse de faire. Parce qu'on est tous d'accord ici pour dire que, vu la crise qu'on a traversée, on a envie de soutenir financièrement les salles de cinéma. C'est extrêmement important pour ça. Mais je ne suis pas sûr que l'augmentation du prix du billet soit le bon levier, en fait. Voilà.
Après, du coup, il n'est pas dit qu'il faut forcément l'augmenter. Je veux dire, la question peut être posée en comité de pilotage local et du coup, le comité peut décider de rester sur un même prix. Mais ça semblait aussi, au sein du comité de pilotage national, ça semblait aussi plus simple de laisser ce choix-là aussi à chaque territoire parce qu'il y a quand même de grandes différences de financement des fois d'un territoire à un autre et que ça pouvait peut-être permettre de mieux trancher au cas par cas plutôt que de manière uniformisée, passer, je sais pas moi, par exemple, à 3 € d'un coup partout, quoi. Donc ça permet à chaque comité de pilotage, aux acteurs locaux, de pouvoir décider de ça ensemble. On va peut-être, Élise, prendre une dernière réaction. Il y a Oui. Madame qui... Oui, je suis Jennifer Enoff de l'association des coopératives scolaires, donc pour le premier degré. En fait, même si vous venez de développer un petit peu le pourquoi, excusez-moi, mais je comprends mal ce pourquoi charger les locaux de cette décision par rapport au prix. Pour moi, il me semblait que ça donnait aussi une unité nationale. Alors, de toute façon, il faut savoir que sur école, il y a déjà une fourchette. Donc, d'un département à un autre, le tarif n'est pas le même. Alors, par contre, c'est vrai qu'il a un plafond, il va de 2 € à 2,50 €, mais c'est déjà le cas finalement sur le terrain, sur école. Alors, on va prendre une dernière réaction et après, on passera au point suivant. Mademoiselle. Bonjour, Amélie au cinéma l'Alhambra à Amélie, je t'avais pas Marseille. Moi, je rejoins exactement, je me posais la question du pourquoi auquel Élise a répondu en partie. En revanche, je me permets d'insister sur le fait qu'il me semble qu'il y a un véritable danger parce qu'on va se retrouver effectivement dans des situations pas très confortables avec les collectivités et les autres salles. Et il me semblait que du coup, la question de la fourchette qu'évoquait Élise était une bonne manière de à la fois laisser une marge de manœuvre au terrain et en même temps de garantir un plafond et quelque chose qui quand même faisait du commun et dont on a besoin, me semble-t-il, dans ces dispositifs. Merci. Amélie. Élise, oui. Oui, juste dire qu'on entend tout à fait la question de la fourchette et c'est quelque chose de toute façon qu'on va faire remonter au comité de pilotage national. Il n'y a aucun souci, bien sûr. D'autant que le CNC, vous avez mis à l'ordre du jour ce point pour la semaine prochaine du comité de pilotage unifié. Donc, on en parlera ensemble. Merci beaucoup, Élise. Je vous propose qu'on passe... tu peux garder le micro, Élise. Qu'on passe à un sujet... j'allais dire aussi d'actualité, qui est maternelle et cinéma, l'expérimentation maternelle et cinéma. Comme vous le savez, maternelle et cinéma était une expérimentation qui a été lancée par les enfants de cinéma il y a plus de 5 ans et que Passeurs d'Images a repris en fait lors du transfert d'activité école et cinéma. Lorsqu'on a repris cette expérimentation, il nous a semblé à Passeurs d'Images qu'une expérimentation qui durait depuis 5 ans, il convenait de l'évaluer et d'en identifier les points positifs et peut-être les points à améliorer. On a eu un échange ou des échanges constructifs avec nos partenaires institutionnels et c'est vrai que nous, ce qu'on défendait notamment, c'était de pouvoir, pour celles et ceux qui le souhaitent, et c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, pouvoir diffuser des films dans des salles de cinéma dès la première section de maternelle. Alors il y a eu des débats et puis finalement ces débats ont donné lieu à une mission conjointe ministère de la Culture et ministère de l'Éducation nationale et un rapport bien qu'il soit marqué officieux, je crois, confidentiel, est en ligne et qu'on vous a toutes et tous diffusé. Alors, je vais me tourner vers le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, parce que même si vous n'êtes pas auteur de ce rapport, vous êtes décideur. Dans la mesure où il a été annoncé le 15 juillet que maternelle et cinéma allait être généralisé, et puis que la ministre l'a annoncé au congrès de la FNCF, on l'a toutes et tous entendu. Je ne vais pas vous demander si ce dispositif va être généralisé, parce que je pense, si la ministre l'a dit, que c'est acté, mais je voulais savoir donc, et le réseau voulait savoir selon quelle modalité. Alors j'avais quelques questions à vous poser, puisque j'ai pris sous le coude
l'évaluation du dispositif expérimental école et cinéma, maternelle et cinéma. Bon, je ne vous passe pas les quelques commentaires qu'on a accueillis avec plus ou moins de bonheur à Passeurs d'images sur le catalogue qui était un peu passéiste, c'est ça, le poussiéreux. Je sais plus. Enfin bon, c'était pas très très flatteur pour celles et ceux qui travaillent sur le catalogue. Je vois si c'est le rôle de l'agence du court-métrage en face. Mais je voulais ce qu'on souhaitait savoir, c'est comment maternelle et cinéma allaient être généralisés, quand, selon quelles modalités et avec quels moyens. Et c'est dans ces cas-là que c'est moi qui récupère le micro. Merci Patrick. Eh bien, la réponse à la première question est nous ne savons pas. La réponse à la deuxième question est nous ne savons pas. Non, sans plaisanterie, effectivement, le rapport a été rendu, a été présenté aux deux ministres, commenté, mais encore une fois, c'est effectivement un rapport d'une évaluation indépendante par des inspections qui formule un certain nombre d'avis, de préconisations, d'analyses, mais qui ne sont en aucun cas des principes qui ont vocation à s'appliquer tels quels. Ce n'est pas un cahier des charges, c'est une évaluation qui ensuite est soumise à débat entre notamment les deux ministères, le CNC, pour savoir quel sera le périmètre, quelles seront les modalités d'application, comment telle ou telle recommandation doit être prise en compte, doit être appliquée ou pas, doit être modulée. Et donc, pourquoi nous ne savons pas ? Parce que, pour le coup, les débats consécutifs, les discussions consécutives à ce rapport ont finalement encore lieu et que, pour l'instant, aucun des deux ministres n'a rendu d'arbitrage définitif sur l'ensemble de ces points, à savoir comment, selon quelle modalité précise, selon quel calendrier. Effectivement, voilà, le rapport est sur la table. Il y a encore des échanges qui sont en cours, notamment entre les deux ministères, sachant que en plus, vraisemblablement, il y aura sûrement sur la base de cette évaluation un certain nombre de principes plus généraux qui seront actés, arbitrés, mais ça ne résoudra pas tout. C'est-à-dire, je pense qu'il y aura encore un travail dans un second temps à faire, même sur un relativement long terme, pour affiner toutes les réponses et pour petit à petit, à partir aussi de ces préconisations, arriver à ce que seront les modalités éventuellement définitives d'un dispositif tel que celui-ci. Mais en tout cas, voilà, ce qui explique aussi pourquoi on arrive ici en disant nous ne savons pas, c'est qu'encore une fois, c'est un rapport d'évaluation qui du coup a ouvert beaucoup de questions aussi, qui a répondu à un certain nombre de questions qui étaient posées, qui en a ouvert énormément. Donc à l'heure actuelle, la discussion, elle porte aussi là-dessus, je pense, entre les deux ministères, de savoir comment est-ce qu'on s'empare de cette évaluation et quel cadre de travail et de réflexion on donne pour arriver aux modalités définitives. Très bien résumé. Merci Isabelle. Voilà, donc nous, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que les discussions sont en cours, oui bien sûr, mais selon un calendrier qui est voilà, très actuel. Hein, donc on n'est pas en train de vous dire qu'on vous donnera des informations dans longtemps. Voilà. Les discussions sont vraiment en cours, donc vous aurez sans doute des informations. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas aborder le sujet plus que ce que vous a dit Isabelle, mais voilà, ce sera le cas sans doute dans pas très longtemps. On l'espère en tout cas. Alors, je vais passer la parole à la salle, mais moi, j'avais quand même envie, je ne vais pas vous torturer, mais je lis la recommandation 15 qui nous a quand même un peu questionné à Passeurs d'images. Inciter le CNC à négocier la possibilité de visionnage en classe en complément de la projection en salle et postérieurement à celle-ci, en concentrant ses efforts sur un nombre plus réduit de films ou de courts-métrages. Alors, bon, ce n'est pas... Nous, ce qu'on s'est demandé, si entre les lignes, ce n'était pas une manière de donner la possibilité à ce qu'il y ait du visionnage de films en classe. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments d'appréciation ou votre position là-dessus ? Non. Ou réaffirmer la position qu'on a tenue conjointement l'année dernière dans la circulaire diffuser des films en salle. Je ne pense pas que cette recommandation remette en question la place centrale de la salle. Enfin, autrement, on parlerait d'un autre dispositif. Non, pas du tout. Mais encore une fois, nous ne sommes pas les inspecteurs généraux qui ont rédigé le rapport, donc on ne parle pas en leur nom, certainement pas. Du tout. Mais simplement, je pense que c'était plutôt orienté dans l'idée
de permettre un travail autour des films vus en donnant accès à des films, enfin, de donner accès à des films qui auraient déjà été vus en salle de cinéma. Il me semble que c'est pensé comme ça, enfin, comme étant un plus. Ou alors on parlerait vraiment d'un autre dispositif, là, si on parle d'une substitution. Donc voilà. Mais encore une fois, nous ne sommes pas les inspecteurs généraux, donc les auteurs du rapport. Donc te dire, commenter la recommandation est pas la chose la plus aisée. Voilà. Non, je ne voilà. demandais pas à ce que vous commentiez. Je souhaitais que vous preniez position sur ce sujet-là, qui est quand même extrêmement sensible, puisque l'année dernière, il nous a occupés pendant une année, et que la question de la diffusion des films en classe était un sujet très très sensible, et c'est pour ça qu'on a édité une circulaire l'année dernière, un texte avec la fédération, le ministère de la Culture et le CNC sur la question de diffuser des films en salle. Nous, ce qu'on avait défendu à Passeurs d'Images, c'est qu'on puisse, Delphine, rediffuser des extraits ou un extrait. C'était un peu ce qu'on avait défendu. Et non des films. Alors, pour je vais peut-être rebondir, Patrick, ouais. Pour clarifier la position du ministère de la Culture là-dessus, elle est très claire. Le but des dispositifs, c'est de voir des films en salle. Donc là-dessus, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ne s'agit pas de ne pas aller en salle et de substituer un visionnage quelconque à l'école à la diffusion en salle. Là, il y a... Encore une fois, là, effectivement, je ne commente pas la préconisation, je pose une réalité. Après, effectivement, il y a eu ce débat, et je pense que c'est l'objet de cette préconisation qui a été apparemment important, et puis qui a alimenté aussi les entretiens, je pense, des inspecteurs, de cette question de comment est-ce que, avec des tout petits, après la projection et la présence en salle, on retravaille, on se réapproprie quel est le rôle de la répétition dans la pédagogie chez le très jeune enfant. Et effectivement, je pense que c'est ça aussi derrière, et ces questions-là qui ont été posées, qui ont motivé la question du peut-on revoir au moins une partie, voilà, comment travailler, et notamment sur cette question, et je le sais qui est revenu beaucoup chez le tout petit, il y a quand même dans l'appropriation quelque chose qui passe par même le besoin de l'enfant qui est répété, redis-moi l'histoire, relis-moi, est-ce que tu peux me remettre, est-ce que je peux réécouter, et donc cette question qui a été posée du comment est-ce que je peux éventuellement revoir et répondre à ce besoin de la répétition de l'enfant. Voilà, je l'interprète moi comme ça, et effectivement, c'est du coup une réflexion à mener peut-être sur le fait que cette réappropriation ou cette répétition, elle peut d'ailleurs aussi passer par toute une variété de supports qui n'est pas forcément le revisionnage intégral du film en classe. Quand je disais, il va y avoir sans doute un long travail, même entre nous tous, sur la base des préconisations pour définir ce que sera au final la mise en œuvre effective d'un certain nombre de préconisations. Je pense que là, on est sur un cas typique. Merci pour ces précisions. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle ? Je vous demande juste d'enlever le masque parce que c'est enregistré, on vous entend moins. On vient de me dire de le garder. Ah bon, d'accord. Alors, si on vient de vous le dire de le garder, gardez-le. On peut le mettre à moitié. Et voilà. Coupons la poire en deux. Voilà. Donc, je m'appelle Annabelle Renoux, je représente la coordination Collège au cinéma pour la Saône-et-Loire. Et je suis par ailleurs formatrice auprès des enseignants. Et en fait, on a réellement besoin d'avoir les films. Déjà, pour les travailler, nous, en tant que formateurs avant, les enseignants ne peuvent pas toujours se rendre aux prévisionnements gratuits qui sont organisés en salle sur temps scolaire parce qu'on n'a pas les moyens d'envoyer des ordres de mission du côté de la DAFOP. Donc, les enseignants, parfois, débarquent aux journées de formation sans avoir vu les films. Ou alors, ils les téléchargent de façon plus ou moins légale. Donc, c'est vrai qu'un lien serait... avant les journées de formation, serait vraiment très utile aux enseignants, notamment quand on choisit des films du catalogue qu'on trouve difficilement en médiathèque, par exemple. Alors, si je puis me permettre, d'une part, vous avancez plus vite que nous, c'est-à-dire qu'on va aborder le sujet des prévisionnements après. Oui. Mais là, en fait, le sujet n'est pas oui, celui-ci. alors c'était pour après. Je venais aussi après les journées de formation, voilà, j'y venais. On retravaille le film en classe avec les élèves. J'emmène mes élèves aussi à lycéen au cinéma. Et donc, quand on n'a pas le film en entier, au moins des extraits, ce serait vraiment très utile. Ça peut être l'ouverture du film ou l'analyse de séquences qu'on trouve dans le dossier maître, enseignant, etc.
ne serait-ce que des extraits, parce que du côté des enseignants, ça nous contraint aussi parfois à trouver les films de façon, soit à la médiathèque, on n'a pas toujours un lecteur DVD en classe, enfin voilà, c'est des vrais problèmes logistiques en fait. Mais pardon, mais pour la première séquence et la séquence analysée, vous avez toutes les ressources, soit dans Nanook pour école, soit sur Transmettre le cinéma pour collège. Mais de façon complètement exhaustive. Non, pas d'extrait, non. On parle d'extrait, vraiment d'avoir 4, 5, 6, 7 minutes du film. Alors, en tout cas, pour le premier degré, dans la plateforme Nanook, il y a les premières séquences et la séquence du film analysé pour tous les films. Pour Transmettre, c'est un peu différent, mais Marie-Sophie peut préciser. Alors, on va vous passer la parole, mais pour qu'on puisse s'entendre, on va tous écouter. Je passe le micro à Marie. Pour ce qui est d'école et cinéma et Nanook, ce n'est pas une... On vous l'affirme, c'est-à-dire que vous avez les premières séquences dans Nanook. Parce que c'est nous qui portons cette plateforme. Donc, je peux vous l'assurer, vous avez les premières séquences. Vous pouvez créer un compte immédiatement et vous aurez accès aux premières séquences des films d'école et cinéma, dont certains sont conjoints, et je passe la parole à Marie, à collège au cinéma. Oui, bonjour à tous. Il me semble aussi, Delphine, que sur Nanook, certaines premières séquences des films de collège au cinéma sont aussi à disposition des coordinateurs et des enseignants. Ça, c'est une précision. Effectivement, sur collège au cinéma, c'est des ressources pédagogiques un peu différentes de celles que propose École et Cinéma. Et en matière de vidéo, on est plus effectivement sur des séquences vidéographiques, soit des analyses de séquences, soit des vidéos thématiques qui ne sont pas, évidemment, Annabelle, des extraits purs. Vous avez aussi, et d'ailleurs on essaye de vous le passer chaque année, des listes diffusées par la DAF qui reprennent l'ensemble des titres des différents catalogues pour vous aider aussi avec notamment les documentalistes de vos établissements à identifier les titres en commun et pouvoir aussi vous emparer de ces supports dans le cadre de la classe pour remontrer un extrait, par exemple. Après, nous, dans le cadre de nos conventions au CNC avec les distributeurs, on est aussi engagé sur un certain nombre de minutes à ne pas dépasser. C'est la raison pour laquelle, en fait, on est aussi limité en termes d'extraits. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Marie, pendant la pandémie, avec votre soutien et en accord avec les distributeurs, et dans le cadre du projet Le film absent qu'on a développé, vous avez aussi à votre disposition, si mademoiselle, vous faites non de la tête, je permettez que je termine, vous avez à disposition ces extraits, vous les avez. Là, tu parles des premières séquences de collège. Il y a la possibilité de mener un travail. Pardon, et quand c'est pas exhaustif, c'est justement pour des questions de droit et de durée autorisée. Alors, peut-être qu'on peut en revenir à maternelle et cinéma, parce que c'était le sujet du moment. Est-ce que vous avez des questions, des réactions sur maternelle ? Oui, vous m'entendez ? Bonjour, Loïc Dazin, coordinateur cinéma pour le département de l'Aisne. Par rapport à maternelle et cinéma, et notamment cette préconisation de revoir les films en classe, n'y a-t-il pas un risque que les distributeurs souhaitent retirer, par exemple, des films qui seraient au catalogue avec cette condition, en fait, de dire non, moi je veux pas. Finalement, si le film est en rediffusé en salle de classe, c'est pas la peine. Et est-ce que ça peut être un peu dur à gérer, peut-être avec des liens ou quoi de visionnement, à envoyer après du coup seulement la projection, ça peut être aussi une difficulté à gérer si en tout cas c'est mis en place comme préconisation. Voilà, merci. Elle souhaite répondre, Élise ou Isabelle? Non, mais j'imagine, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, que c'est de toute manière, ce sont à ce stade des préconisations. Pour l'instant, on en est au stade où nous attendons tous avec impatience les arbitrages des ministères. Et qui dit préconisation dit aussi la possibilité pour les partenaires et aussi au sein, pourquoi pas, du comité de pilotage unifié
d'en parler et de comprendre voilà, les équilibres à trouver entre des objectifs pédagogiques qui ont été évoqués par Isabelle et aussi des objectifs, je dirais, qui sont plus économiques ou en tout cas plus cinématographiques pour voilà, trouver en tout cas un point qui soit et une mesure qui soit satisfaisante pour tout le monde, tout en gardant ce principe fondateur en fait que la salle de cinéma est la condition même de ces dispositifs. Bon, je pense qu'on peut peut-être passer au point suivant. Donc nous sommes en attente des arbitrages, voilà, pour peut-être une généralisation à la rentrée 2022, si arbitrage. Peut-être vous dire, parce que ça c'est aussi une des questions qu'on a eu des coordinations, et sans vous demander d'apporter une réponse, qu'on a eu nombre de questions sur les moyens qui seront alloués à maternelle et cinéma, puisque qui dit nouveau dispositif dit effectivement la question du cadre, des modalités et des budgets afférents, sachant que comme vous le savez, les coordinations qui sont au nombre de 40 et qui animent cette maternelle et cinéma sur le territoire le font dans le cadre de l'enveloppe école et cinéma. Je ne vous apprends rien. Pas toujours, quasiment. Désolée, mais il y a des DRAC qui vont vraiment cibler des subventions écoles et des subventions maternelles. C'est peut-être pas forcément le cas partout, mais il y en a qui ciblent. Alors, à l'exception peut-être de l'Île-de-France et ou du territoire, Élise, sur la Loire. On va réviser nos chiffres alors. Comment ? Alors, on va s'arrêter sur Bon, majoritairement, quand même, on conviendra que maternelle et cinéma s'inscrit dans les fonds écoles, même s'il y a quelques exceptions qui confirment la règle. Alors, on va passer à la question de la formation, madame, et de la question de la possibilité d'avoir des films disponibles en ligne. Besoin de faire un peu de pédagogie à ce sujet, puisque c'est une nouveauté qui a émergé récemment et qui est liée aussi à l'existence de la plateforme Beehive. La possibilité pour les personnes qui travaillent dans les comités de programmation, de pilotage dans les départements, de voir les films avant de les programmer. Peut-être un mot, Marie-Sophie ? Oui, en fait, depuis longtemps, on déplorait en fait dans le cadre de l'exercice des comités de pilotage qu'il n'ait pas d'autre, je dirais, matériel que les listes nationales que vous connaissez tous. Et donc, avec des films qui sont quand même plus ou moins connus des membres de ces comités de pilotage. Donc l'idée était aussi de monter un petit peu en puissance par rapport à cela, en proposant des liens sécurisés, disponibles en streaming sur la plateforme Beehive que vous connaissez désormais tous. Et donc, porte d'entrée, c'est le coordinateur cinéma qui a la maîtrise de cet outil et peut donc envoyer des liens streaming à chacun des membres du comité de pilotage ou du groupe de programmation de ce comité de pilotage. Voilà, ça c'est le cadre. Je dirais qu'aujourd'hui, on a à peu près 85 à 90%, enfin je maîtrise pas absolument le chiffre de films dans les 3 dispositifs qui sont disponibles en streaming sur cette plateforme Beehive. En dehors de ce cadre prévu pour les comités de pilotage, la pandémie étant arrivée, s'est posée aussi la question de pouvoir envisager une solution de dépannage pour des formations qui ne pouvaient plus avoir lieu en présentiel. Et donc dans ce cadre-là, et avec l'autorisation des distributeurs, il a été possible d'organiser des prévisionnements en passant par la plateforme Beehive et ses liens streaming, ou en passant, selon l'avis du distributeur, par un lien sécurisé fourni par ses soins sur un délai, je dirais, très bref, c'est-à-dire qui va de 3 à 5 jours. C'est une solution qui, aujourd'hui, existe encore. Vous pouvez organiser des prévisionnements à distance, on le sait. Mais pour nous, c'est vraiment une solution de dépannage.
Je pense que le cahier des charges insiste sur l'importance de la formation et des prévisionnements. Je crois qu'ici, on peut aussi rappeler l'importance des prévisionnements et des temps de formation en présentiel. Et donc, voilà, redire que ces solutions de prévisionnement en distanciel sont plutôt de l'ordre de la mesure de dépannage et qui dépend là aussi des décisions d'un comité de pilotage départemental qui ne peut pas se faire comme vous le savez tous de manière sauvage et qui demande aussi toujours de passer par le distributeur pour l'informer en fait de cette démarche. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle au sujet de ces nouvelles possibilités ? Merci. Bonjour, Myriam Maillet, coordinatrice pour l'éducation nationale du Loiret. Je suis tout à fait d'accord avec vous, l'importance des prévisionnements, mais je pense qu'on est tous, on n'arrête pas, on en parle tous les ans. Mais notre gros problème, c'est que plus personne ne vient au prévisionnement. Les enseignants désertent ces moments-là depuis que c'est pu compter dans leur temps de formation. J'ai l'impression de le répéter, mais c'est vrai que c'est tout le temps comme ça. Et du coup, ils arrivent des fois dans les salles avec leurs élèves sans même avoir vu le film, en le découvrant avec les élèves. Et les temps de formation qu'on devrait proposer, on n'arrive plus à les faire puisque personne n'est là. Voilà, et on se demande, mais c'est une question, hein, comment faire ? Bon, déjà, nous, on aurait aimé que l'éducation nationale reconnaisse les 3 heures de formation pour les enseignants, ce qui faisait qu'avant, ils venaient. Et puis sinon, ce lien, cette possibilité éventuellement ce dépannage avec ce lien, est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas de possibilité que ça soit plus du dépannage ? Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Hein. Alors, sur cette question, j'entends, moi je vous ai vraiment répondu sur l'aspect, je dirais, presque technique. Maintenant, comme vous le savez, la formation, c'est pas de la compétence du Centre national du cinéma, mais peut-être qu'Éric, toi, tu... Oui, bah alors il y a eu quand même un assouplissement sur les fameuses 9 heures de formation qui étaient très, très orientées français et maths ces dernières années. Il y a quand même eu un assouplissement dans le sens où maintenant il est il y a une fenêtre qui permet davantage de proposer des formations en dehors de français et maths. Mais là aussi, je sais que ça dépend beaucoup des territoires. Donc, simplement une demande de précision de votre part. Quand j'ai pas bien compris quand vous dites que les enseignants ne deviennent plus, c'est uniquement parce que les heures ne sont pas comptabilisées. Voilà, c'est ça, d'accord. Oui, mais alors là, je vous dis maintenant, il y a cette possibilité de proposer mais ça dépend effectivement. Après, c'est des territoires, voilà. Donc, je mesure bien qu'il y a encore nécessité de convaincre localement ici et là sur la possibilité de. Pardon ? Oui, mais nationalement, il est déjà mentionné que maintenant, il y a. Alors peut-être qu'il faut que le message passe plus fortement. Ça, c'est possible, mais il y a cette possibilité qui est déjà ouverte. Mais j'entends bien ce que vous dites. J'en prends bien note pour de retour au ministère, voir avec le bureau de la formation ce qu'on peut faire pour refaire passer le message peut-être de manière plus claire, plus forte. Il y avait une autre question, Olivier, à ton niveau. Alors, madame a déjà le micro et ensuite on va passer à la dame à côté d'Olivier. Oui, bonjour. Florence Vargas Luigi, DAC de Nice. Je suis un peu embêtée parce que nous sommes depuis donc 2 ans sur des formations en visio. Et on nous a donc expliqué que puisque ça avait fonctionné pendant le confinement, on allait continuer à faire les formations au collège au cinéma, lycéens et apprentis en visioconférence. Donc les enseignants ne sont plus ensemble dans une salle pour voir les films, donc on leur demande de les voir en amont. Donc les coordinations, le pôle image essaye de trouver des liens parce que des fois les films ne sont pas disponibles. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation qui est un petit peu pénible parce qu'il y a des choses qui passent sur les plateformes BI.
Beehive, oui, pardon. Et il y a des enseignants qui arrivent effectivement aux formations sans avoir malgré tout vu le film. Donc on est dans une situation extrêmement inconfortable au niveau des formations. Donc c'est vrai que s'il y avait quelque chose qui pouvait être plus cohérente, on va dire, au niveau national, ça serait peut-être pas mal. Mais justement, Florence, je me répète, mais enfin, je sais que tous les films ne sont pas tous disponibles sur Beehive, mais voilà, à moins que tu parles vraiment de la minorité qui est pas disponible sur la plateforme. Si, tous les coordinateurs cinéma ont accès, et du coup, c'est à moins qu'ils soient coordinateurs, c'est pas au pôle d'aller chercher des liens concernant ces films. Allez, viens, Félix. On a créé, bonjour à tous, on avait créé au moment du lancement de la plateforme. Ouais, Florence, on avait créé au moment du lancement de la plateforme un accès pour chaque coordination qui était attribué à la coordination cinéma. Donc on peut revoir ensemble la personne qui est titulaire du compte dans ta coordination. Voilà. S'il y a besoin de mettre à jour des informations, c'est toujours possible. Nous, on envoie régulièrement des infos de mise à jour parce qu'on sait que ça circule beaucoup, enfin que les coordinateurs changent. Donc s'il y a besoin d'une prise en main aussi de la plateforme, on peut en parler ensemble. Moi, je disais hier en rigolant, mais c'est vrai, s'il y a besoin tout à l'heure que je vous montre comment on génère un lien de visionnage, je peux le faire. Il n'y a pas de... Voilà. Un petit tuto, voilà. Donc, mais faisons le point éventuellement pour ceux qui sont dans le doute quant à la gestion des comptes Beehive. Moi, j'ai la liste en fait pour toutes les coordinations, pour tous les départements, celles qu'on s'est partagées avec le CNC. Donc, prenons le temps éventuellement de voir et si besoin de changer les informations pour l'accès à la plateforme. Juste, je voulais juste poser une petite question. Annabelle, tout à l'heure, toi, tu semblais dire aussi que tu avais des difficultés sur l'organisation des prévisionnements. Moi, jusqu'à présent, et de manière un peu, je dirais, globale, j'avais l'impression qu'il y avait de fortes préoccupations et des réelles difficultés plutôt sur la formation du premier degré. Mais là, vous semblez dire que ce n'est pas simplement spécifique au premier degré, c'est ça ? Oui, bonjour, Isabelle Martinez, conseillère pour le cinéma à la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, effectivement, je suis assez inquiète par rapport à ce qui vient d'être dit. J'ai participé au comité de pilotage. J'ai appris qu'effectivement, on risquait de ne plus avoir de formation en présentiel. Bon, sachant que, d'après ce que vous dites, sur le fait que c'est exceptionnel et c'est lié à la pandémie, le fait qu'on est ouvert ces formations en distanciel, que ce soit généralisé les années précédentes. Mais bon, nous, on finance les coordinations pour ces formations. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question, parce que c'est une décision qui a été prise par l'Académie de Nice. Pour le moment, pour l'Académie d'Aix-Marseille, ce n'est pas le cas. Alors voilà, je dis que la DRAC n'est pas tout à fait satisfaite de cette décision. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci Isabelle. On va passer la parole à Isabelle Bourdon et ensuite on va enchaîner sur le sujet suivant. Et Daniel. Non, juste pour dire qu'effectivement, quand j'entends la collègue de Nice évoquer cette question de la formation des enseignants et du temps de présentiel, et qui est liée aussi au visionnage des films et au contexte de visionnage des films, là, je pense qu'il y a une alerte, et je le dis en tant qu'éducation nationale, il y a un petit message d'alerte qui passe, et je pense qu'effectivement, nous, on a la chance en Île-de-France d'avoir des formations, et donc on compte le temps de visionnement, et on insiste.
Et on insiste, mais ça n'est pas gagné. C'est-à-dire que nous, on a essayé aussi de nous dire oui, mais peut-être, et on a insisté. Finalement, on a obtenu gain de cause parce que on a eu la possibilité d'être entendu. Il est vrai que si ça reste au niveau des coordinations locales, et tout le monde s'est entendu pour dire que c'était important, si ça reste au niveau local, au niveau de l'éducation nationale, ça peut poser problème. La preuve, ça pose problème. Les bonnes pratiques, il ne faut pas se cacher les yeux, c'est ça. Et qui plus est, par rapport je ne vais pas dire des injonctions parce que c'est plutôt vertueux, la possibilité de travailler en interdegré autour du cycle 3, en intégrant, nous on a essayé de monter une formation avec des communes autour d'un film commun, cycle 3, évidemment que dans le cadre, ça ne peut se faire que si les enseignants ont la possibilité d'avoir de la formation en présentiel. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut faire valoir, et vous avez raison de vous battre, parce que franchement... nous, en fait, on leur a dit, écoutez, oui, on peut faire des formations en distanciel autour de choses un peu techniques pour ces choses-là. Parcours EAC, rencontrer les œuvres, etc. Bon, ben voilà, on y est. Et on a pu être entendu. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, au ministère de l'Éducation nationale, il est possible de dire ça. C'est parce que peut-être il y a des gens qui ne savent pas ou qui pensent que... C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Effectivement. Là, je disais que j'entends ça et c'est une alerte, et je pense que c'est pas la première fois que j'entends ça. Nous, on s'estime chanceux parce qu'on maintient nos, mais on est parfois quand même obligé de camper sur nos positions. Merci voilà. Isabelle. On va passer au dernier point. Juste, madame, pour préciser. On est à votre disposition si effectivement il y a des liens en fait dont vous n'avez pas pris connaissance. On a des référents aussi par région pour le PACAS et EVA qui est à votre droite. Et puis évidemment l'équipe du CNC. On travaille main dans la main sur ces sujets-là. Donc on est à votre disposition. C'est notre rôle. Voilà, si vous avez un problème au niveau des ressources, dans le cadre du respect des droits. Alors, on va passer au dernier sujet. Là, je me tourne plutôt vers Isabelle. On enchaîne les... On n'est pas chez le dentiste, quand même, Isabelle. Hein. Franchement. C'est la question du pass culture. Ah Bien. Alors, attends, Isabelle, j'ai pas posé les questions. Donc le pass culture, en fait, voilà, on a partagé le sujet ensemble et c'est une des questions qui est posée par les coordinations. Alors, j'ai posé des questions toutes simples pour faire un peu de pédagogie. Est-ce que les dispositifs scolaires, écoles et cinéma, collèges et lycéens peuvent s'inscrire ou pas dans le pass culture? Et si oui, comment? Et sont-ils éligibles? Oui, mais ça dépend pourquoi. Oui, mais ça c'est le grand principe. Le pass culture, alors déjà, parce que c'est rien que ça, est-ce que le pass culture dans son extension collège, lycée, par collectif, par individuel, c'est clair dans la tête de tout le monde? Parce que si c'est le cas, je serais très étonnée. Non, d'accord. À partir du mois de janvier, là on a sur une phase, un calendrier extrêmement court, on a lancé ce dispositif à partir du mois de janvier qui se généralise, on va dire, à l'échelle nationale, mais avec... On va faire en marchant et on va apprendre en marchant puisqu'on est vraiment dans une phase où on étend et on construit tout en faisant. Donc le Pass Culture, depuis le mois de mai dernier, c'est effectivement une application qui permet à tous les jeunes, à partir de leur 18e anniversaire, de pouvoir s'inscrire et de pouvoir profiter pendant 2 ans d'un crédit de 300 € pour un certain nombre d'activités culturelles éligibles. À partir de janvier prochain, le Pass se déploie dès le collège, avec 2 volets. Un volet dit collectif, où en fait, à partir de la classe de 4e et avec des montants théoriques par élève qui vont un petit peu varier d'une année à l'autre, mais j'allais dire insensiblement, en moyenne autour de 25 €, il va y avoir, alors on va dire, c'est horrible de dire ça comme ça, un crédit virtuel, mais en tout cas, un calcul qui va être fait sur la base des effectifs des établissements, qui va permettre à chaque établissement de bénéficier auprès de l'équipe Pass Culture et de la société qui s'occupe de gérer le pass, de ce crédit qui va permettre de financer, en passant par adage, un certain nombre d'activités, de pratiques artistiques et culturelles. Alors, pour l'instant, les offres éligibles, on est uniquement, on va dire, sur de la sortie, en tout cas une fréquentation des lieux culturels ou sur des temps de pratique.
Tout cela pouvant être fait sous des formats très différents, mais ça je pourrais détailler si vous le souhaitez. Donc il va y avoir cette possibilité pour des enseignants, dans le cadre de projets qui construisent, de pouvoir inscrire toute ou partie du financement de ces projets finalement par le biais de ce Pass Culture par collective, de la 4e à la terminale. Et puis, à partir de 15 ans, tous les jeunes concernés, 15, 16, 17 ans, ils vont avoir un petit volet d'ores et déjà de pass dit individuel, c'est-à-dire c'est un peu le petit frère, le teaser du Pass Culture 18 ans. À partir de 15 ans, petit à petit, on rentre dans le principe et avec des crédits, alors là, assez modestes, par an, de 20, 30 euros, la possibilité d'avoir aussi, de pouvoir bénéficier de son pass à titre individuel de façon assez autonome. Et donc, la question, c'est effectivement, dans cette part collective, qu'est-ce qu'elle va venir financer, qu'est-ce qui est éligible, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est en train de se construire. Alors, comme je le disais, pour l'instant, déjà, de manière générale, dans les offres éligibles, on est uniquement sur la fréquentation de lieux culturels ou sur des temps de pratique, de rencontres avec les élèves. Et on est en train de définir petit à petit à la fois le cahier des charges, ce que vont être ces offres collectives, comment elles vont se comprendre. Mais il y a des principes qui commencent à émerger. Et pour le moment, l'idée étant bien de venir finalement s'ajouter à tout ce qui existe déjà, renforcer, développer et pas forcément faire ce qu'on nous reproche très souvent au ministère de la Culture, c'est-à-dire arroser toujours là où il a déjà plu. L'idée, c'est quand on a effectivement déjà des dispositifs existants soutenus, normalement, on ne vient pas réabonder ces dispositifs-là, en tout cas pas dans leur fonctionnement actuel. Je m'explique typiquement, est-ce que la billetterie ou est-ce que le prix des billets pour les dispositifs cinéma, on peut le financer sur du Pass Culture pour collège ou lycéens au cinéma? La réponse est a priori, et ça ne sera peut-être pas définitif, mais a priori non, et on pourra en rediscuter. En revanche, est-ce qu'on peut travailler sur la manière d'étoffer, prolonger les dispositifs, de mettre enfin les ateliers de pratique qu'on souhaitait mettre mais qui n'avaient jamais pu être financés jusqu'ici, des rencontres sur le Pass Culture en lien direct avec les dispositifs? Oui. Et j'ai même envie de dire, c'est à l'heure actuelle, plutôt la démarche qui est encouragée, c'est-à-dire de se dire, voilà, quand on rentre dans le dispositif, avoir la possibilité aussi de co-construire avec les équipes engagées pour mettre pour que ces propositions-là puissent être portées par le Pass Culture. Alors ça, c'est une information importante, Isabelle. Je vais vulgariser ton propos, si je peux me permettre. Je t'en prie. A priori, il n'y aura pas la diffusion des séances, enfin des films, dans le cadre d'écoles, collèges et lycéens ne sont pas éligibles. Non, en revanche, en amont ou en aval de la diffusion des films, dans le cadre d'ateliers de pratique artistique qui ont été de plus en plus développés pendant la crise sanitaire, de rencontres, de formations, c'est possible. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt le principe sur lequel on part. D'accord. J'ai entendu, je le dis parce qu'on en a discuté, on a entendu aussi les craintes par rapport aux effets d'éviction que ça pouvait avoir. Est-ce que ça ne va pas amener à concurrencer les séances de dispositifs par exemple, des séances ponctuelles qui seraient proposées en dehors par des salles et qui, du coup, elles, seraient gratuites, alors que dans certains cas, il y a besoin de financer les billetteries, etc. Alors, on entend ces inquiétudes. Encore une fois, quand je disais, l'objectif, c'est aussi de dire on ne va pas toujours arroser là où il pleut. Et l'objectif avec le Pass Culture collectif, c'est vraiment d'enrichir, d'élargir, d'aller vers des constructions de projets de plus en plus ambitieux. Donc, d'où cette idée-là. Aujourd'hui, on se dit qu'un enseignant qui rentrerait dans un dispositif école ou collège, bon alors en l'occurrence école ne sera pas concernée, mais collège ou lycéen, avec juste l'idée de se dire j'y vais parce que je vais avoir 3 séances de cinéma et oh bah non tiens finalement celle-là elle est gratuite, je préfère aller sur celle-ci, ça serait quand même assez étrange, il n'aurait pas forcément compris totalement la démarche du dispositif d'éducation au cinéma. Donc en fait le risque d'éviction par la gratuité de certaines séances par rapport à d'autres, on ne pense pas que ça puisse jouer. Là où on voit par contre quelque chose qui peut être assez vertueux par ailleurs, c'est, on le disait, d'une part, il y a un enrichissement possible aussi des parcours dans le cadre des dispositifs, et puis aussi cette idée que aujourd'hui, de la sortie au cinéma, c'est cash, il en existe, je pense, sur les temps scolaires, en dehors des dispositifs, qui se fait parfois de façon assez ponctuelle, comme la sortie d'une façon générale. Là, on rentre dans un dispositif avec le Pass Culture où ces offres Pass Culture qui vont être accessibles pour les enseignants via Adage vont nécessiter quand même qu'on renseigne un projet pour y associer une offre et donc pour la faire valider par son chef d'établissement et pouvoir y accéder. Voilà. Ouais, là, j'allais venir à cette question. Donc, par exemple, je suis une coordination, je veux mettre en place un atelier de pratique, il faut que ça s'inscrive dans le Pass Culture, je passe par Adage. Alors,
non, je suis une coordination. Voilà. En fait, je suis un acteur culturel. Alors, c'est l'enseignant qui passe par adage. Non, je suis un acteur culturel. Mon interface à moi, c'est le pass culture. Voilà. Mais l'enseignant qui, lui, dans son établissement, va monter son projet et va pouvoir bénéficier dans ce cadre-là du pass culture, lui, il passe par adage, il renseigne un projet, il y associe le cas échéant une offre, etc. Je vais poser, je fais des questions faussement naïves, mais par exemple, dans le cas d'un binôme, c'est l'un ou l'autre qui fait la demande, soit par le pass culture ou soit par adage, ou ça peut être l'un et l'autre. Comment ça se passe? Alors, par exemple, et là, c'est le côté vertueux de on peut co-construire et utiliser le pass culture. On a un projet qui existe, parce que dans l'idée pass culture, on va pouvoir à terme, même si ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais cibler d'ailleurs un public en particulier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité de co-construire, d'avoir dans le dialogue entre une équipe pédagogique et un acteur culturel, donc par exemple une coordination, une salle. On co-bâtit un projet ensemble dans le cadre d'un dispositif ou de tout projet d'ailleurs. Il y a cette possibilité d'un côté et on reviendra à l'éligibilité, mais par le porteur de projet culturel. Donc lui, il doit se référencer sur le Pass Culture, sur l'application Pass Culture. S'il est éligible à poster des offres collectives, on y reviendra parce qu'il va y avoir une montée en puissance progressive. Il va renseigner son offre collective. Il a la possibilité, cette offre, s'il l'a co-construite avec un partenaire établissement scolaire, avec un enseignant, de la cibler d'ailleurs vis-à-vis d'un public en particulier. Donc, il y a vraiment cette co-construction et ensuite, j'ai envie de dire, il y a un aspect technique qui est que d'un côté, coordination cinéma ou salle ou diffuseur, on est sur le Pass Culture, on renseigne une offre sur le Pass Culture. L'enseignant, lui, dans son établissement, il est sur adage, il a référencé, il a renseigné son projet ou sa participation au dispositif sur adage. Il va pouvoir aller chercher l'offre Pass Culture correspondante, l'associer à son projet et la faire valider. Il y a vraiment en fait une interface, un pont qui se fait techniquement complètement entre les deux, mais l'entrée, on va dire, de la structure de l'acteur culturel, c'est le Pass Culture. L'entrée de l'enseignant, c'est adage. Merci beaucoup Isabelle. Eric, si tu veux rajouter quelques éléments. Je vois que ça suscite beaucoup de questions, donc on s'est dit avec Delphine qu'on allait faire une réunion de coordination sur ce sujet-là, en distanciel pour le coup, et on prendra une question et on passera la parole à Mathieu. Je voulais juste très rapidement dire aussi qu'il y allait avoir une phase de formation et d'accompagnement du côté des DAC via les différents, via les à destination des chefs d'établissement et des référents culture, et côté DRAC à destination des acteurs culturels. Ces temps de formation commencent à se déployer là de novembre à début janvier. Voilà. Donc là, on vous parle très rapidement du cadre général, mais bien évidemment localement, il y a des accompagnements qui sont programmés. Merci Eric. Peut-être juste pour préciser, avant de donner peut-être les questions et la parole à Mathieu, quand je parlais d'entrée en éligibilité, encore une fois, on va faire en marchant, hein, tout ça va très très vite, mais en fait on a beaucoup de temps devant nous aussi pour façonner, faire évoluer le dispositif. Aujourd'hui, dans un premier temps, à partir de janvier, les acteurs culturels qui pourront être éligibles pour ces offres collectives, mais je pense que ce sera du coup le cas de tout le monde ici, sont ceux qui sont déjà référencés justement dans Adage en tant que partenaires déjà culturels d'établissement et étant déjà impliqués dans des dispositifs ou dans des partenariats. Pourquoi ? Parce que précisément, pour pouvoir bien finaliser le cadre de ce que vont être d'ailleurs, même à terme, ces offres collectives, on va commencer par travailler avec les partenaires déjà habituels qui savent aussi comment travailler en partenariat avec des établissements et développer, co-construire des offres en partenariat et avoir un vrai cahier des charges. Et puis petit à petit, d'autres partenaires vont rentrer et vont être à chaque fois aussi accompagnés, formés pour qu'on soit quand même, on va dire, tous dans une philosophie d'usage du Pass Culture qui soit à peu près la même pour tout le monde. Mais il va y avoir une certaine gradation avec déjà des partenaires, ensuite vraisemblablement un premier élargissement et puis encore ensuite, dans un troisième temps, un élargissement progressif à d'autres acteurs qui vont pouvoir petit à petit entrer sur le Pass et être accompagnés et formés pour le faire. Merci Isabelle. Alors on a pris un peu de retard, donc on va juste passer la parole à Mathieu pour une question synthétique. Mathieu. Très bien. Ou une contribution. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais j'ai une contribution parce que ce qui est important à savoir aussi, c'est que le Pass Culture moins de 18 ans, en fait, existe déjà parce qu'il est testé dans 2 académies, l'Académie de Rennes et l'Académie de Versailles. Moi, je parlais de l'Académie de Versailles puisque voilà, je suis les choses de très près en tant que DAC adjoint. Et laissez-moi vous dire que on est suivi de très près par voilà les plus hautes instances de l'État sur ce sujet.
Je souscris absolument à ce qu'a dit Eric et à ce qu'a dit Isabelle. Voilà, c'est une synthèse très très claire de tout ça. La formation, c'est un point très important parce que ça accorde une importance très très grande dans les collèges et dans les lycées aux référents culture, poste qui n'existe pas encore toujours dans tous les collèges. Donc je vous invite vraiment, aussi bien les salles de cinéma que du côté des coordinations éducation nationale, à faire en sorte qu'il y ait des référents culture dans les collèges, parce que je pense que c'est vraiment mieux pour le développement de l'éducation artistique en général si on y arrive. Sur la question de l'enrichissement, je ne développe pas ce qu'a dit Isabelle, c'était très clair. Moi, j'insiste simplement sur 3 points que je voudrais vous dire. C'est que dans l'Académie de Versailles, ça existe dans 6 établissements depuis le 1er septembre. Qu'est-ce qu'on voit là, à l'heure actuelle, à mi-novembre ? La première chose qu'on voit, c'est que l'implantation du pass culture, elle démultiplie les envies. Là où jusqu'à présent, on pouvait entendre des acteurs culturels et des enseignants nous dire « on aimerait bien faire des choses, mais ça coûte trop cher », il y a ce frein-là, de fait, qui est levé, puisque les sommes, Isabelle l'a dit, en gros, c'est 500 € par classe. En gros, pour faire un chiffre un peu rond, un peu global. Donc ça, c'est sûr que ça permet des choses et ça crée de l'envie pour peu qu'on soit dans l'accompagnement de ces équipes-là. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut avoir en tête, parce que là, je me livre à un exercice qui n'est pas fréquent dans l'éducation nationale, mais que pour le coup, je fais avec sincérité, c'est que, en fait, c'est une mesure qu'on peut défendre. C'est une mesure qui vient d'en haut et qu'on peut défendre. Voilà. Merci Mathieu. J'ai pas fini. Deux petites secondes parce que c'est hyper important. Juste, Patrick, on a du retard. Alors... Je sais qu'on a du retard, mais c'est voilà. Juste 2 petites secondes là-dessus parce que c'est vraiment hyper important. Grâce à Adage, ça va dans les projets qui existent déjà. Donc on est dans la dynamique de projet. Ça, c'est hyper important. Et la dernière chose qui est hyper importante, c'est quoi la logique de tout ça ? La logique de tout ça, c'est que les gamins soient dans les salles et restent dans les salles. Et donc, ce sur quoi on doit travailler, sur lequel on est en train de travailler tous ensemble, c'est le lien entre la part collective et la part individuelle. Parce que c'est pas seulement un soutien d'un côté de l'éducation nationale, c'est des crédits éduc pour la part collective. Un soutien de l'éducation nationale pour des gamins dans les salles et un soutien du ministère de la Culture pour des gamins qui achètent des trucs de leur côté. L'idée, c'est vraiment de faire le pont entre les deux et d'être dans la pédagogie. Et c'est notre enjeu en termes de pédagogie, c'est de placer l'élève au centre de la place qu'il doit occuper dans l'économie culturelle, c'est-à-dire que s'il décide d'aller dans la salle d'art et d'essai, c'est parce qu'il sait qu'on va y trouver des propositions de qualité. S'il décide d'aller dans un cinéma de circuit, c'est parce qu'il sait ce qui se passe de son argent, du pass culture, quand il va dans un cinéma de circuit. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on a un vrai enjeu là, et le pass culture, ça peut être tout ou ça peut être rien. Charge à nous de faire en sorte que les élèves ils soient dans les salles de cinéma qui défendent le cinéma tel qu'on l'aime. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, merci Mathieu pour ce propos synthétique. Donc, comme nous sommes un peu en retard et qu'on va enchaîner avec une table ronde qui va être en live streaming, on va pas faire de pause. Je voulais vous remercier pour cet échange direct franc. Et pour conclure, pour reprendre les propos de Mathieu, nous allons vous suivre de très près concernant les arbitrages autour de maternelle et cinéma. Et d'ailleurs, je me permets de vous le dire à toutes et tous, au nom de Laurent Contel, nous serons très heureux que vous les réserviez pour Passeurs d'images et pour un temps d'échange organisé par Passeurs d'images. Voilà. Je passe la parole à Nando pour une conférence qui s'annonce palpitante.